Bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une discipline qui s'appelle la dendrogéomorphologie et qui est basée donc sur l'étude des cernes de croissance des arbres pour la reconstitution des aléas naturels. Il faut juste que j'arrive à... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, c'est bon? Très bien. Alors, si on se réfère au rapport du GIEC sur la cryosphère et sur les montagnes, il y a actuellement une compréhension insuffisante de l'effet des changements cryosphériques, des changements de la cryosphère sur les aléas naturels. Et en particulier, on connaît assez mal l'impact du réchauffement climatique sur les mouvements de masse et les mouvements de versants. Euh, une des raisons pour cette méconnaissance, une des raisons de cette méconnaissance, elle est liée à la quantité, à l'abondance des archives historiques sur les versants. Vous avez ici sur la diapo l'exemple d'un versant avalancheux, le versant des Pèlerins, qui se trouve en amont de Chamonix et pour lesquels on a une documentation historique qui est très abondante. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette figure? On peut voir que depuis, au cours du XXe siècle, on a une documentation qui est relativement continue et avant, une documentation qui est beaucoup plus épisodique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce versant, il est particulier. C'est un versant qui est extrêmement bien documenté. D'une part, parce qu'il se situe en vallée de Chamonix, donc en amont du tunnel du Mont Blanc. Donc, il a été suivi de manière très précise depuis les années 70. Mais également, c'est un versant qui était censé abriter l'épreuve de descente des JO de Chamonix en 1924. Et c'est pour ça qu'on a des archives disponibles pour l'année 1924 et l'année 1931 pour ce versant, puisque juste avant le début des JO d'hiver, les infrastructures qui se situaient sur ce couloir des pèlerins ont été détruites par une avalanche. Et puis, si on remonte encore plus dans le temps, ben, on a des archives sous forme d'iconographie ou de livres de recensement qui recensaient les événements naturels sur ce versant. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais dans la plupart des cas, pour la majorité des versants, on n'a pas d'archives historiques sur les mouvements de versants. Et dans ce cas-là, et lorsqu'on a une interaction entre les processus géomorphologiques et le couvert forestier, eh bien, la dendrogéomorphologie peut nous permettre de combler une partie des biais liés à l'absence d'archives historiques. Alors, mon exposé se divisera en quatre grandes parties. Une première partie qui sera essentiellement consacrée à la présentation de l'approche dendrogéomorphologique. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut la mettre en œuvre? Et puis ensuite, j'illustrerai l'apport de la dendrogéomorphologie pour la connaissance des aléas naturels sur le temps long à travers trois exemples. Le premier, c'est le torrent de Multeta, qui est situé dans les Alpes, dans les Grisons, en Suisse. Le second, c'est le versant du Tachkoufer, qui est un versant à chute de bloc, qui est situé dans le canton du Valais. Et puis le troisième, c'est une étude qu'on a fait dans le massif du Kéra, où on a utilisé la dendro pour reconstruire l'activité avalancheuse au cours des 600 dernières années. Alors, qu'est-ce que la dendrogéomorphologie? La dendrogéomorphologie, c'est une discipline qui est dérivée de la dendrochronologie. Donc, comme vous le savez tous, en milieu tempéré, un arbre va produire un cerne de croissance par an par division d'un tissu qui est situé juste sous l'écorce qu'on appelle le cambium. Ce cerne de croissance, il peut être divisé schématiquement en deux grandes parties. Une partie claire ici qu'on appelle le bois initial, qui est en général chez les conifères formé de grosses cellules à parois très fines et qui va se former au printemps. En général, dans les Alpes, c'est en mai-juin. Et puis, une partie beaucoup plus sombre ici, qu'on appelle le bois final, pardon, qui est constitué de cellules beaucoup plus petites et à parois très épaisses. Et comme l'arbre va faire un cerne de croissance chaque année, on va avoir un très bon marqueur chronologique, avec une résolution annuelle à saisonnière. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que ce cerne de croissance, il va contenir différents signaux. Donc, la largeur du cerne de croissance,
elle va être conditionnée par plusieurs facteurs. Un facteur que vous connaissez tous, c'est le facteur climatique. Donc en zone de montagne, par exemple, bah, plus il va faire chaud, plus on va avoir des cernes larges. Plus il va faire froid, plus on va avoir des cernes étroites. Si on se place en zone méditerranéenne, c'est la précipitation qui va contrôler la largeur du cerne. Plus il va faire humide, plus on aura des cernes larges. Plus il va faire sec, plus on aura des cernes étroits. En revanche, ce n'est pas le seul facteur, le climat, qui va contrôler la largeur d'un cerne. Il y en a plusieurs autres. Vous voyez ici sur mon équation, il y en a un qu'on appelle la tendance d'âge. Eh bien, la tendance d'âge, c'est quoi? C'est lié au fait que le cerne, la largeur du cerne va diminuer en fonction du diamètre de l'arbre. Si vous imaginez un arbre qui croît dans des conditions de croissance contrôlées, avec un climat constant, eh bien, la quantité de bois qui va former chaque année va être tout le temps la même. Mais ce bois va se répartir sur un rayon de plus en plus grand, donc mécaniquement, la largeur des cernes va diminuer. Donc la largeur du cerne, elle est aussi conditionnée par sa tendance d'âge. Et puis, il y a d'autres facteurs qui vont conditionner la largeur. C'est les perturbations endogènes, des perturbations qui se produisent à l'intérieur de la forêt. Par exemple, si un arbre est dominé ou un arbre est dominant, eh bien, ça va changer, ça va modifier la largeur de ses cernes. Et puis, vous avez des perturbations exogènes, et ce sont ces perturbations qui vont nous intéresser en dendrogéomorphologie. Donc, les mouvements de versants, avalanches, chutes de blocs, glissements de terrain, laves torrentielles, vont modifier la largeur du cerne et on va essayer, nous, en dendrogéomorphologie, d'isoler ces perturbations exogènes. Enfin, il reste toujours dans la largeur de cerne une composante bruit qui va être difficile de mettre en évidence. Alors, lorsqu'on réalise une analyse dendrogéomorphologique, le premier préalable à toute analyse, c'est euh, une cartographie géomorphologique afin de s'interroger sur quel est le processus qu'on cherche à reconstruire. La plupart du temps, ça semble évident. Si on va sur un versant avalancheux, on va reconstruire des avalanches. Si on va sur un déboulis, on va reconstruire des chutes de blocs. Mais la plupart des versants sont beaucoup plus complexes que ça. Et donc, il faut vraiment identifier finement quel est le processus qu'on va chercher à en reconstruire. Ensuite, lorsqu'on fait ce type d'études, on va échantillonner les arbres qui sont susceptibles de rentrer donc en interaction avec le processus. Donc en général, on va prendre sur un versant les arbres qui sont les plus abîmés. Vous avez ici un arbre qui a enregistré une chute de bloc, des arbres qui ont été penchés par la poussée liée à un glissement de terrain. Et puis ensuite, ben, on ne va pas échantillonner un seul arbre sur un versant, mais on va échantillonner plusieurs dizaines d'arbres. Donc pour l'échantillonnage, ça c'est juste un petit exemple, un petit illustré technique. Mais pour échantillonner les arbres, on va utiliser soit ce qu'on appelle une tarière de Pressler. Donc on va faire des trous à l'intérieur des tiges pour extraire des carottes. Soit, quand c'est possible, on va utiliser la tronçonneuse pour obtenir des disques. Des disques. Ensuite, c'est ces carottes là qu'on a extrait avec notre tarière de Pressler. Donc on en a plusieurs centaines par versant. Je vous passe tout le côté méthodo, mais on va les coller sur des supports. On va les poncer à différents grains pour faire ressortir les cernes et les rendre de plus en plus lisibles. Donc on a tout un atelier menuiserie dans nos études dendrogéomorphologiques, tout un côté pratique. Et puis ensuite, ben, on va essayer d'identifier les perturbations de croissance à l'intérieur des séries de largeur de cerne. Alors, quelles sont les perturbations de croissance qu'on va utiliser pour reconstruire les mouvements de versant? Ben, il y en a en fait 5 grands types. Le premier, en haut à gauche, ce sont les cicatrices. Ces cicatrices, elles se produisent lorsque l'arbre, le cambium et l'écorce sont endommagés par un impact. Par exemple, un impact lié à une chute de bloc va enlever l'écorce et puis va endommager le cambium. Et l'arbre, pour réagir à cet endommagement du cambium, eh bien, il va petit à petit cicatriser, il va refermer sa blessure pour éviter l'entrée des pathogènes, pour éviter l'entrée de l'eau et puis le pourrissement. Et donc, il va nous donner des cicatrices qu'on va pouvoir dater avec une résolution annuelle. Et donc, en datant ces cicatrices, on va pouvoir dater l'impact. Le deuxième type d'indicateur qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le bois de compression. Donc, lorsqu'un arbre est couché, lorsqu'un arbre est basculé par la poussée d'un glissement de terrain, par exemple, eh bien, il va immédiatement chercher à retrouver sa verticalité. Et dans ce processus de recherche de la verticalité pour retrouver aussi la lumière, eh bien, il va produire un bois qui a une structure particulière. Vous voyez ici, il a une couleur très sombre.
Et puis lorsqu'on le regarde sur le plan anatomique, il a des cellules très arrondies avec une paroi très épaisse. Et ces cellules, c'est ce qu'on appelle du bois de compression. Donc si on est capable de dater la formation du bois de compression, on va être capable de dater l'événement qui est à l'origine du basculement. Les troisièmes types de perturbations qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle les réductions de croissance. Donc ces réductions de croissance, elles se produisent lorsqu'une grande partie de l'appareil foliaire de l'arbre est endommagée. C'est le cas par exemple lors d'une avalanche. Et donc vous avez une capacité à produire du bois qui diminue de manière très importante. Et donc mécaniquement aussi la largeur des cernes qui va diminuer. On le voit très bien ici sur un feuillu, pardon, ici. On le voit aussi très bien ici en bas sur le conifère. Et on a donc là la largeur des cernes qui diminue de manière très abrupte. Et puis un avant-dernier indicateur, c'est ce qu'on appelle les tissus calleux et les canaux résinifères. Donc de la même manière que pour les cicatrices, lorsque l'arbre est endommagé par un impact, eh bien, il va produire tout autour de la blessure des canaux résinifères. Ces canaux résinifères, ils sont censés amener la résine au niveau de la zone endommagée afin pareil, de limiter l'introduction des xylophages, l'introduction de l'eau et limiter le pourrissement. Et ces canaux résinifères, ils sont intéressants parce que on va pouvoir les observer déjà. Vous voyez, c'est ces lignes qu'on voit sur la photo en haut à droite, donc ces lignes de canaux résinifères. Et puis leur position va être intéressante. Lorsque les canaux résinifères sont positionnés dans le bois initial, ça veut dire que l'impact, ça veut dire que l'endommagement s'est produit plutôt pendant la période de dormance, c'est-à-dire l'hiver, ou au printemps. Lorsqu'ils sont situés dans le bois final, il s'agit plutôt d'impacts qui se produisent durant la période estivale. Donc en fonction de la position des canaux résinifères, on va pouvoir distinguer des processus plutôt hivernaux, type avalanche, de processus plutôt estivaux type lave torrentielle, par exemple. Je vais passer rapidement. Un dernier type de perturbation qu'on va pouvoir utiliser, c'est celui qu'on peut observer au niveau non plus de l'appareil aérien, mais au niveau de l'appareil souterrain. Lorsque, par exemple, des racines d'arbres sont déchaussées par un glissement de terrain, eh bien, les racines mises à l'air vont modifier leur anatomie. Lorsque la racine était souterraine, elle fait plutôt des cellules avec des petites parois, mais des cellules avec des tailles importantes. Et puis, lorsque la racine est mise à l'air, pardon, sa structure anatomique change, la taille des cellules diminue et l'épaisseur des parois augmente. Et ça, c'est une réaction à la mise à l'air. Donc, si on est capable de dater euh, ce changement anatomique, on va aussi pouvoir dater la mise à l'air très précisément. Alors ensuite, lorsqu'on a fait toutes ces analyses, lorsqu'on a daté toutes les perturbations de croissance, ben, il va falloir aussi se poser la question, comment est-ce qu'on va maintenant détecter l'occurrence d'un événement? Comment est-ce qu'on va détecter l'occurrence d'un mouvement de masse? En effet, on ne peut pas penser qu'une perturbation de croissance une année donnée traduise le fait qu'une avalanche ou un glissement de terrain se soit produite. Donc il faut que cet événement soit répliqué, qu'on observe un certain nombre de perturbations de croissance la même année. Il faut que ces perturbations de croissance soient très bien visibles. Et donc pour cela, on a mis en place une méthode qui repose sur le nombre de perturbations. Du coup, j'étais en train de vous expliquer qu'une fois qu'on avait détecté des perturbations dans les cernes, la- l'étape suivante, c'était essayer maintenant d'identifier ce qui étaient des événements, puisqu'on ne pouvait pas faire confiance à un seul arbre. Et donc, il fallait une certaine réplication. Donc, pour pouvoir objectiver un peu tout ça, on a mis en place des métriques qui sont basées sur le nombre de perturbations chaque année, sur le pourcentage d'arbres qui montrent une perturbation au cours d'une année donnée, et puis sur la qualité des perturbations identifiées dans les cernes pour pouvoir reconstruire les événements. Et sur la diapo ici, sur le graphique du bas, eh bien, vous pouvez voir les événements avalancheux reconstruits sur trois couloirs d'avalanche du Kera, qu'on a appelé T1, T2, T3. Et puis, vous pouvez voir chaque losange qui représente un événement reconstruit. Plus le losange est gros, plus on a confiance dans notre reconstitution. Et puis aussi, on a mis à l'intérieur des losanges des couleurs qui représentent bien l'extension spatiale des événements avalancheux.
Alors ensuite, ben, comment est-ce qu'on valide ces reconstitutions? Ben, en général, la seule manière de valider cette approche, c'est de comparer un petit peu avec les archives historiques. Donc je reprends ici mon exemple des pèlerins, ce couloir qui est extrêmement bien documenté. Donc lorsqu'on compare l'approche dendrogéomorphologique avec les archives historiques, eh bien, on a une très bonne concordance sur la période couverte par l'enquête permanente sur les avalanches. Et puis, on est capable d'ajouter 23 événements à la chronologie, avec une majorité 22 avant 1905. En revanche, il y a une chose qui est intéressante lorsqu'on compare les événements reconstruits avec les archives. Eh bien, on n'a pas systématiquement les mêmes événements qui sont reconstruits et ceux qui sont présents dans les archives. Sur la diapo ici, vous avez l'exemple d'une crue avalancheuse qui s'est produite en 1720 en Suisse, qui a été documentée par un collègue historien. Et cette crue avalancheuse, elle a fait des centaines de morts à travers toute la Suisse. Et puis nous, on a travaillé en particulier ici dans la vallée de Conches, sur des couloirs boisés. Et lorsqu'on compare la reconstitution avalancheuse obtenue à partir de la dendro avec les archives historiques, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'a aucun événement, c'est au tout début de ma chronologie, mais aucun événement qui a pu être reconstruit dans la vallée de Conches à partir de l'approche dendrogéomorphologique. Alors ça, c'est très intéressant. Ça démontre une chose, ça démontre que les archives et la dendro ne recouvrent pas systématiquement la même réalité. Les archives, elles ont tendance à relater les événements extrêmes, ceux qui vont être dommageables pour les biens ou les populations. En revanche, ces événements, la plupart du temps, ils sont trop destructeurs pour le peuplement forestier, et donc on ne les retrouve pas dans les cernes. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les cernes? C'est plutôt des événements de moyenne intensité qui sont susceptibles d'endommager les arbres sans détruire le peuplement forestier. Donc ça, c'est pour dire qu'il y a une complémentarité lorsqu'on s'intéresse à l'évolution de l'aléa avalancheux dans le temps. Il y a une complémentarité entre les archives historiques et puis l'approche dendrogéomorphologique. Alors ensuite, ben, on va aussi pouvoir utiliser notre approche pour documenter précisément l'extension spatiale des événements passés. Donc ici, toujours sur le couloir des pèlerins, vous avez l'extension de l'avalanche de 1924 telle qu'elle a pu être déterminée à partir des arbres. Donc les arbres, ce sont les petits carrés rouges. Les arbres qui montrent un impact, pardon, qui montrent une trace d'impact, ce sont les petits carrés rouges. Et puis le trait en bleu, c'est l'extension spatiale documentée par les archives. Donc les événements de 1924 à gauche, 1931 au centre et 1983 à droite. Une autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est déterminer la période de retour, l'intervalle de récurrence entre différents événements. Donc vous avez sur la page de gauche un exemple de carte d'intervalle de récurrence qui a pu être obtenu sur un couloir avalancheux dans le canton du Valais. Donc vous voyez qu'on reproduit des patterns relativement logiques de périodes de récurrence, avec des périodes de récurrence fortes dans les parties centrales des couloirs et puis des périodes de récurrence plus faibles sur les interfluves. Et puis à droite, vous avez une figure où on a fait la même chose pour les chutes de blocs. Donc ça, c'est le versant de Saint-Paul-de-Vars, qui est situé à côté de Grenoble. Et vous voyez l'intervalle de récurrence qui est plus fort dans la partie sommitale du versant et qui diminue de l'amont vers l'aval. Donc grâce à cette approche dendrogéomorphologique, on va pouvoir donc documenter chacun des événements, mais aussi leur intervalle de récurrence. On va pouvoir aussi utiliser l'approche pour calibrer, paramétriser des modèles. Donc ici un exemple d'un travail qu'on a fait sur le versant d'Evolène en Suisse et où on a utilisé la période de retour des événements qui est observée dans la dendro donc vous voyez ça sur la figure, ce sont les petits carrés. Chaque petit carré représente la fréquence des chutes de blocs reconstruites à partir de la dendro et on a pu comparer ça à des modèles trajectographiques de chutes de blocs. Ce qui nous permet de montrer d'une part que les modèles trajectographiques reproduisent bien les fréquences importantes dans certains secteurs et puis plus faibles dans d'autres, mais aussi ça permet de donner des valeurs de fréquences de passage aux modèles trajectographiques, là où eux nous donnent que des fréquences relatives de passage. Je vais passer rapidement. Je vais passer rapidement sur la... Ouais. Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est que ces données, elles sont particulièrement intéressantes parce que les modèles, et en particulier les modèles trajectographiques de chute de blocs, ils sont très sensibles à la paramétrisation initiale. Donc vous avez ici l'exemple du travail qu'on a fait un peu plus en détail, l'exemple du travail qu'on a fait sur le versant de Saint-Paul-de-Vars, et vous avez chaque petit point qui représente un arbre pour lequel on a quantifié le nombre de perturbations de croissance et en particulier le nombre de cicatrices d'impact. Donc plus le point est gros, plus vous avez un nombre de cicatrices d'impact qui est important. Donc ce qu'on peut voir sur la partie gauche de ma figure, c'est qu'on a des fréquences élevées de chute de blocs dans la partie amont du versant, et puis une décroissance vers l'aval. Ce qu'on a pu aussi mesurer, c'est les hauteurs d'impact médianes et maximales observées sur les arbres. Et de la même manière, ce qu'on voit, c'est que dans la partie haute du versant, on a des des hauteurs de passage qui sont relativement élevées, et puis cette hauteur de passage, elle diminue vers l'aval. On peut utiliser ces données pour calibrer les modèles trajectographiques. Et ici, donc à gauche, sur la partie de gauche, vous avez la carte des périodes de retour telle qu'elle est donnée par la Dendro, et puis la carte des périodes de retour telle qu'elle est donnée par les modèles trajectographiques en fonction de différents paramètres de rugosité ou de type de sol utilisé pour la modélisation. Ce que vous pouvez voir, c'est que en faisant varier les paramètres de rugosité et de type de sol, eh bien, on a des patterns qui se rapprochent plus ou moins de la Dendro. Donc les patterns du haut se rapprochent de la carte dendrogéomorphologique. En revanche, les patterns du bas sont complètement différents de ce qu'on observe en dendro. Tout ça pour dire que ces approches dendrogéomorphologiques, elles peuvent être utilisées pour paramétriser finement les modèles et essayer de faire correspondre finalement les observations avec les données modélisées. Alors maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est les résultats qu'on a pu obtenir sur le temps long dans trois différents cas. Donc le premier, c'est le versant, le cône torrentiel de Multeta, qui est dans le canton des Grisons en Suisse. Et sur ce versant, eh bien, on a pu utiliser l'approche dendrogéomorphologique pour reconstituer l'activité des laves torrentielles sur plusieurs centaines d'années. Donc, ce versant de Multeta, c'est un très grand versant torrentiel qui est boisé dans sa partie basse, comme vous pouvez voir sur la carte à droite. Et sur ce torrent, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des arbres qui sont très vieux, avec plusieurs centaines d'arbres qui ont plus d'un siècle et aussi plus de 300 ans en moyenne. Alors, lorsqu'on a échantillonné ces arbres, eh bien, on en a échantillonné plusieurs centaines qui couvrent les 4 derniers siècles. Et puis, on a pu reconstituer donc la fréquence des laves torrentielles. Donc ici, sur le graphique du haut, vous avez chacune des barres noires qui représentent les perturbations de croissance identifiées chaque année. Ensuite, en utilisant notre méthode de détection que je vous ai présentée précédemment, on a pu identifier les événements torrentiels. Donc sur le graphique B, chaque événement torrentiel est représenté par un rond de couleurs différentes en fonction de son extension spatiale. Et donc on s'est intéressé à l'évolution de la fréquence des événements torrentiels sur ce cône de Multeta. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a été capable de mettre en évidence aucune tendance dans la fréquence des événements. Donc, que ce soit sur la période 1687-2020 ou 1750-2020, on n'a pas de dérive significative, pas d'augmentation de la fréquence des événements, pas de diminution de la fréquence des événements. Et ensuite, on s'est demandé, mais pourquoi? Eh ben, il s'avère en fait que ce versant, cet appareil torrentiel, pardon, eh ben, il est très grand, mais aussi il est limité en quantité de sédiments disponibles. Pardon. Donc on a un fonctionnement torrentiel qui est limité par la quantité de sédiments disponibles. Et donc, il faut qu'il y ait une recharge entre chaque événement. Donc, on explique le fait qu'il n'y ait pas de dérive significative dans la fréquence, pas d'augmentation de la fréquence des laves torrentielles, par ce fonctionnement limité par la quantité de sédiments. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est celui du Tachkoufer en Suisse. Donc le Tachkoufer, c'est un très grand versant qui est dans le canton du Valais, dans la vallée de Zermatt, et où on a une
activité des chutes de blocs qui est très importante depuis les années 80. Donc sur ce versant du Tachkoufer, de la même manière, on a échantillonné les arbres qui se trouvent à la base du versant, donc dans le carré rouge sur la figure de gauche. On a identifié les perturbations de croissance et puis on a pu dater les perturbations de croissance avec une résolution saisonnière en utilisant notamment les rangées tangentielles de canaux résinifères que je vous ai présentées précédemment. Donc ici sur la figure, vous avez chaque petit carré qui représente une perturbation de croissance datée avec une résolution saisonnière. Et puis du bas vers le haut de la figure, les perturbations qui se sont produites pendant la période de dormance, et puis des perturbations qui se produisent de plus en plus vers la partie finale du CERN, donc au printemps, et puis de plus en plus vers l'été. En étudiant la répartition temporelle de ces perturbations, on a pu voir déjà qu'il y avait une tendance avec des perturbations qui ont tendance à se produire de plus en plus au cours des années 80, puis surtout au cours des années 2000, qui se produisent de plus en plus durant le printemps et le début de l'été, alors qu'autrefois on avait une majorité plutôt dans la dormance ou alors dans le bois final. Ensuite, lorsqu'on regarde l'évolution de l'activité des chutes de blocs sur le versant de Tachkoufer, ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation très nette de l'activité du versant dans les années 90-95. Et cette augmentation, qui est matérialisée à la fois par les barres bleues et jaunes, mais aussi par le trait noir ici, cette augmentation, elle est calquée sur l'augmentation des températures avec l'augmentation des températures dans les années 90 qui coïncide avec l'augmentation de l'activité des chutes de blocs. En revanche, ce qu'on voit au cours des dernières décennies, notamment depuis 2010, on a les températures qui continuent d'augmenter. En revanche, l'activité des chutes de blocs, elle est stable, voire elle diminue. Alors, on a un autre collègue qui a travaillé sur ce versant du Tachkoufer, mais pas en dendrogéomorphologie, mais à partir des données iconographiques, donc des données essentiellement photographie aérienne et puis LIDAR, disponibles sur le versant. Et donc il a pu documenter très finement l'évolution des mouvements de versant sur le Tachkoufer depuis 1979. Donc, vous avez ici une vidéo qui représente l'ensemble des mouvements de versant identifiés entre 1979 et 2020 à partir de cette approche diachronique d'analyse des photos aériennes. Alors, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde l'évolution de ces processus. Donc ici, chaque ligne va représenter un type de processus. DF, par exemple, ce sont les debris flow, RF, ce sont les rockfall. Vous voyez que son étude reproduit assez bien le pic d'activité des années 90 que nous avons observé en dendrochronologie. Donc, on a une augmentation de la fréquence des processus au cours des années 90. Ah, pardon. Ensuite, lorsque l'on regarde l'évolution de ces processus en fonction du temps, donc ici, chaque petit cercle représente un mouvement de versant. Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que on a de nouveau ce pic des années 90 qui est représenté par des gros cercles orange, euh, mais aussi on a une remontée des processus vers le haut du versant. Donc, en ordonnée, ici sur ce graphique, vous avez l'altitude et puis en abscisse, vous avez l'année. Et vous voyez que les processus, ils ont tendance à se trouver de plus en plus à voir leur altitude augmenter avec le temps, avec des processus qu'on observe de plus en plus haut sur le versant. Donc nous, on explique la diminution récente des processus, des chutes de blocs observées au niveau des cernes d'arbres depuis les années 2010 par une modification du type de processus et puis une remontée des processus vers la partie supérieure du versant. Le troisième exemple que je voudrais prendre, c'est un exemple qu'on a développé dans la vallée, dans le massif du Kéra, et qui concerne surtout l'activité avalancheuse. Donc, dans le massif du Kéra, on a échantillonné une douzaine de couloirs avalancheux avec plusieurs centaines d'arbres sur chaque couloir afin de reconstituer l'activité des avalanches. Alors, ce qui est intéressant dans le Kéra, c'est qu'on a des forêts sur couloirs avalancheux
qui sont relativement vieilles, plusieurs centaines d'années, ce qui va nous permettre d'avoir une dimension temporelle très intéressante au niveau des reconstitutions. Alors, voilà la reconstitution qu'on a obtenue dans le massif du Kira. Donc, on a 11 événements, 11 couloirs avalancheux qui ont été échantillonnés. On a plus de 16 000 perturbations de croissance qui ont été observées dans les séries de largeur de Cerne. Et on a 182 avalanches qui ont été reconstruites entre 1560 et 2016. Avec surtout quand même des événements reconstruits depuis le début du 19e siècle. Donc, ce qu'on voit ici, c'est de toujours de la même manière, les 11 événements, les 11 couloirs avalancheux en ordonnée, et puis le temps en abscisse, et chacun des petits points, des petits losanges qui représentent un événement avalancheux reconstruit. Alors, lorsqu'on s'est intéressé à l'évolution de l'activité avalancheuse sur les couloirs du Kera, ben, on a pu mettre en évidence des fluctuations. Donc là, on a travaillé avec Nico sur l'approche bayésienne hiérarchique pour essayer de détecter des tendances. Donc on a une diminution de l'activité avalancheuse au cours du temps. Par contre, on n'a pas pu mettre, en tout cas pas nettement pour l'instant, pas pu mettre en évidence le lien avec le climat et mettre en évidence quels étaient les facteurs climatiques qui expliquaient les tendances observées. À la différence de ce qui a pu être observé dans les Vosges par Flory notamment, où on avait une diminution de l'activité avalancheuse à la fin du petit âge glaciaire. Dans le Kira, on n'a pas du tout ça. Et pour l'instant, on a du mal à interpréter les signaux, les reconstitutions. Alors, une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à expliquer ces reconstitutions, ça pourrait être lié d'une part à des phénomènes un peu exogènes qui viennent perturber notre signal avalancheux, avec des parties sommitales de couloirs qui ont tendance à être colonisées en raison de la déprise agro-sylvo-pastorale notamment, et peut-être un phénomène qui vient biaiser nos reconstitutions. Et aussi, la question qui se pose véritablement dans ce travail dans le Keras, c'est est-ce que nos 11 couloirs avalancheux sont suffisamment représentatifs de l'activité du massif pour pouvoir tirer des relations significatives avec le climat. Donc ça, c'est encore des questions qui se posent. C'est combien de versants il faut inclure dans une reconstitution régionale afin d'obtenir un signal climatique suffisamment robuste. Donc, pour résumer cette présentation, ce qu'on peut dire, c'est que la dendrogéomorphologie, c'est un outil qui est relativement efficace pour reconstruire les mouvements de masse sur plusieurs centaines d'années, euh, qui permet une datation saisonnière des événements tels que les glissements de terrain, les laves torrentielles, les avalanches ou les chutes de blocs. Euh, qui permet aussi d'avoir des informations intéressantes sur la répartition spatiale et temporelle de ces événements. Il s'agit d'une méthode qui est complémentaire des archives historiques, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne montre pas systématiquement les mêmes réalités. Par contre, pour le moment, extraire un signal climatique des reconstitutions dendrogéomorphologiques, c'est quelque chose qui reste compliqué et notamment obtenir des signaux robustes à l'échelle régionale, c'est quelque chose qu'on a encore du mal à faire pour le moment. Voilà, j'ai fini et je vous remercie pour votre attention.